Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Pour certains, je sais que enfin, vous êtes là vous nous suivez depuis un certain temps. C'est notre 11e web atelier depuis 2021. Donc, on est ravis de vous retrouver pour ce 11e web atelier organisé par Patrimoine Environnement sur la valorisation du patrimoine, initiative municipale et privée. Donc, avec Victor Provost et Ophélie Desrolles que je présenterai plus tard. Plus en détail. Donc, je suis Laurence Deboise, la juriste de patrimoine environnement. Je vois que vous êtes en train de vous connecter. Donc, on va faire un petit temps de présentation pour que tout le monde se connecte. Vous êtes déjà 31. N'hésitez pas à utiliser l'espace discussion. Donc, je vois déjà que c'est le cas de certains qui sont habitués. L'espace discussion en bas de votre écran pour dire d'où vous venez, vous présenter, l'association voilà, que vous représentez, voilà, les thèmes que vous aimeriez aborder. C'est cet espace de discussion qui vous permettra par la suite de poser vos questions aux intervenants. On laisse 30 minutes à la fin de ce web atelier pour que les participants puissent poser les questions à nos deux intervenants. Je sais qu'Ophélie Desrolles devra partir un tout petit peu plus tôt, donc on fera en sorte de poser peut-être les questions en priorité. Si vous avez des questions en priorité pour elle, ça sera le cas, mais voilà. On essaiera d'aller vite. Donc voilà, je vois que certains se présentent déjà. Vous êtes hyper rapides. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que je sais qu'il y en a certains, c'est leur première connexion, Patrimoine Environnement est une association, une fédération qui regroupe aussi bien des associations que des individuels. On milite donc pour la protection du patrimoine et des paysages, patrimoine bâti comme naturel. On intervient auprès de nos adhérents, on les accompagne par des conseils, par du soutien, qu'il soit juridique ou autre. On peut également organiser ce genre d'événements, des web ateliers, essayer d'être dans la pédagogie et d'essayer de mieux comprendre ce monde qui peut parfois être assez complexe. On a également des événements dont je vous parlerai pour certains d'entre eux un peu plus tard. Mais en tout cas, si vous aimez ces web ateliers, sachez qu'ils sont ouverts à tous, qu'ils sont gratuits. Donc, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à faire des dons, à adhérer à Patrimoine Environnement. Il y a plein de choses qui vous seront... voilà, il y a plein de conseils que vous pourrez avoir donc, auprès de moi, auprès de mes collègues. Vous recevrez aussi notre revue, dont nos autres deux intervenants ont écrit dans notre dernière revue Déconfinons le patrimoine, qui est sortie en septembre dernier. Donc voilà, il y a vraiment, n'hésitez pas à nous soutenir. Après cette période Covid, ça a été un peu compliqué. Pour rappel, donc, vos dons sont défiscalisables à hauteur de 66%. Donc, tout ça, vous retrouverez tout ça, je pense, dans l'onglet discussion. Voilà, on mettra des liens pour que vous ayez tout ça. Mais vraiment, n'hésitez pas. Sur notre actualité, les prochains web ateliers, je vois qu'on est 46 actuellement. Donc, bienvenue à tous. Le prochain web atelier est le 22 février. Tout savoir sur le site patrimonial remarquable. Toujours la même heure, le mardi, de 18h à 19h30. On aura également un web atelier spécial pour nos membres, nos adhérents, le 15 mars 2022. Et puis par la suite, le 5 avril sur la protection du littoral. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. Pareil, vous aurez tout ça dans la programmation, dans le petit onglet discussion. Sachez que l'inscription des web ateliers ouvre à chaque fois à peu près 2 semaines avant. Donc voilà. Et bien sûr, nos replays sont disponibles en ligne dans l'espace adhérent. Donc une des raisons pour lesquelles c'est intéressant d'adhérer, c'est que vous avez toute cette matière disponible sur notre espace adhérent. Dans les actualités, il y a les ouvertures des journées du patrimoine de Pays des Moulins qui ont ouvert, donc vous pouvez vous inscrire. La manifestation, donc c'est le 25 et le 26 juin 2022.
Donc, c'est à peu près 1000 animations en France. Donc, que vous soyez association, collectivité, artisan, particulier, propriétaire, vous pouvez ouvrir vos portes et organiser, voilà, et partager votre savoir-faire. Donc, voilà. On est 52. Je vais commencer peut-être à lire les gens qui se sont connectés. Alors, je vois qu'il y en a beaucoup. Il y a Monsieur Valin, président de l'association Patrimoine et Cadre de Vie à Dourdan. Il y a Madame Marie-Pierre Samson, chargée de mission Oculus Patrimoine à Villeneuve-d'Ascq, dans les Hauts-de-France. Bonjour. Il y a aussi Pierre-Henri Biget, ami de l'association des Amis du Patrimoine Rennais, pardon. Madame Pepque, déléguée régionale de Bourgogne-Franche-Comté à Patrimoine Environnement. Bonjour, ravie de vous voir. Alexandra, alors désolée si je dis mal le nom, Tokachieli, chargée des publics pour un pays d'art et d'histoire, Saint-Flour, communauté dans le Cantal. Donc, bonjour. Vincent Brocard, de l'association des avenues de Compiègne. Jacques Bonneau, maire du le Mont-Saint-Michel, donc ravie de vous voir. Mélanie Grimont, responsable du centre de la céramique de Giroussens, dans le 81. Le village vient d'obtenir le label Ville des métiers d'art et nous travaillons ensemble pour la mise en valeur de notre patrimoine. Voilà, ravie de le lire. Astrid Dumas, qui vient d'un cabinet de conseil Regard Patrimoine, la gestion et valorisation du patrimoine culturel basé à Saint-Étienne. Pierre Saforès, adjoint au patrimoine à Viviers, qui est pays d'art et d'histoire du Vivarais méridional. Il fait partie de ce pays d'art et d'histoire. Aline Guillemot, présidente de l'association d'Artagnan Saint-Croix-en-Bresse dans le 71 et de Brixa, Fédération des associations historiques et scientifiques de Bresse. Donc, Claude Huguel, Pays d'Ornans, patrimoine délégué territorial du Doubs pour patrimoine environnement. Ravie de vous voir. Parce que bien sûr, l'association a des délégués régionaux et départementaux. Donc, c'est toujours intéressant aussi de prendre contact, attache avec ces délégués. Tout est sur notre site internet. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site www.patrimoine-environnement.fr. Je vais commencer je vois que vous êtes 57, donc on va commencer tranquillement à présenter nos intervenants. Donc, l'idée de ce web atelier, c'était de présenter les difficultés, mais également les bonnes pratiques pour valoriser le patrimoine, d'un point de vue aussi bien municipal en tant qu'élu, en tant que maire, que d'un point de vue privé, via des initiatives privées, donc avec Ophélie Desrolles. Et l'idée, c'était de confronter un peu ces points de vue. Ces deux points de vue, vous pouvez les retrouver aussi, donc, ce que je vous disais dans notre revue Déconfinons enfin le patrimoine. Donc, on va commencer par Monsieur le maire, Victor Provost, donc maire de Thiron-Gardé, situé dans l'Eure-et-Loire, région Centre-Val de Loire. Donc, petite commune d'environ 1000 habitants, mais très riche en patrimoine, notamment via son abbaye, monument historique. Il y a plein de choses, Grand Jodime, que vous avez su réhabiliter, Collège royal militaire, pigeonnier, bref, tout un tas de patrimoines divers. Vous êtes également référent à l'Association des maires ruraux de France, voilà, vous êtes en train, la commune et vous êtes en train dans une démarche pour être petite cité de caractère, donc homologable, si j'ai bien compris. Donc, vous nous expliquerez tout ça. Et donc après, dans un second temps, on aura la parole, le témoignage d'Ophélie Desrolles, qui est présidente et cofondatrice du projet de la Grande Halle, donc, qui est un projet de réhabilitation du patrimoine industriel qui était l'ancien atelier électrique de la Société métallurgique de Normandie. Elle l'a réhabilité en tiers-lieu. Et donc, du coup, elle nous en parlera un peu plus. Donc, ça se situe dans le Calvados, sachant que les tiers-lieux sont un sujet en soi puisqu'ils sont en pleine expansion. Ils étaient 1800 en 2018, je ne sais même pas combien ils sont actuellement, mais
C'est vraiment, pour les grosses structures, c'est vraiment une idée de réhabilitation très intéressante à, à connaître. Donc, merci à eux voilà, d'être présents. Vais leur laisser la parole. Donc, Victor Provost, c'est à vous. Très bien. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je vais essayer donc de vous présenter un petit peu mon expérience autour de l'abbaye de Thiron et je pense que je vais certainement oublier des choses, mais voilà, j'ai essayé de brosser un petit peu toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer et surtout comment on a pu débloquer ces difficultés. Donc, Thiron-Gardé, c'est un village donc, de 1000 habitants dans le Perche avec donc une abbaye, enfin une ancienne abbaye qui date du XIIe siècle et qui a essaimé, en fait, qui était chef d'ordre et qui a essaimé sur 120 sites dans tout le quart nord-ouest de l'Europe, et dont le vestige le plus important est donc l'église abbatiale, qui est classée monument historique depuis 1912. Euh, et donc en 1985, il y a une association pour la restauration et l'animation culturelle de l'abbaye de Thiron-Gardé qui s'est créée, ce qui a, en fait, qui a été une prise de conscience au moment un petit peu où la commune s'était jumelée avec une ville allemande. Et les églises allemandes sont tellement bien tenues et entretenues que face à notre église qui était dans un état assez pitoyable, les personnes de l'époque ont décidé de monter cette association pour remettre un petit peu à neuf et remettre un petit peu de nettoyage en fait dans cette église. Donc à cette époque-là, dès 1985, il y a une grande politique de mécénat qui s'est mise en place par cette association, qui a beaucoup mobilisé les entreprises locales. Et donc il y a des travaux de réfection intérieure principalement qui a été réalisés, principalement sur les boiseries de l'église, le retable ou de la peinture. Et puis des animations, des concerts. Il participait aux Journées du patrimoine de pays, aux Journées du patrimoine européennes en septembre. Et son fondateur est devenu maire de Thiron en 1995 jusqu'en 2001. Et pendant cette période, ils ont réalisé un livre. Il y a un livre qui a été édité sur l'église abbatiale et sur l'abbaye de Thiron, ce qui a fait prendre conscience aux habitants qu'ils avaient un patrimoine historique très important. C'est-à-dire que jusqu'aux années 90, en fait, les habitants de Thiron savaient qu'il y avait une église et qui était importante, mais ils n'avaient pas conscience que cette église était une abbaye qui avait une importance historique importante en Europe. Euh, et donc, du coup, dès la fin des années 90, début 2000, avec les élus autour de Thiron-Gardé, il y a eu un parc et un jardin d'inspiration médiévale qui s'est installé autour de cette abbaye, autour de cette ancienne abbaye, qui a permis donc d'ouvrir un parc de 4 hectares aménagé, qui est finalement l'église abbatiale est devenue un site touristique. Donc, qui recevait environ 5000 visiteurs à peu près par an, ce qui n'était pas en soi très énorme, mais c'était un prémisse en fait. Et en 2005, il y a un ancien bâtiment qui était dépendant de l'église et de l'abbaye, qui était la Grange aux Dîmes, qui a été entièrement rénové en office de tourisme. C'est devenu les bureaux de la communauté de communes. Il y avait une salle d'exposition et une boutique. Donc, le site a commencé à se structurer vraiment comme un site touristique. Et puis, en 2007, l'église en fait, a dû être fermée pour raison de sécurité, parce que la DRAC et les ABF commençaient à dire au maire de l'époque, attention, vous devriez faire des travaux, ça devient dangereux, etc. Donc, on peut peut-être voir si vous pouvez passer la slide d'après. Je ne sais pas si j'ai la main dessus ou pas, je ne pense pas. Et si on peut montrer la photo de Thiron pour pouvoir un petit peu donner un peu de visibilité à tout ce que je dis. Euh, et donc, du coup, en 2007, donc mon prédécesseur a fermé l'église, ce qui a été assez dramatique parce que ça s'est fait en fait à la veille de l'organisation d'un concert.
Et ça a été assez abrupt. Enfin, tout le monde l'a appris un petit peu comme ça du jour au lendemain. Et donc, moi, j'ai été élu maire en mars 2008, donc quelques mois après la fermeture de l'église. Et donc, un des premiers objectifs finalement qu'on s'est fixé, c'était de réouvrir l'église, d'essayer d'animer le site et de rechercher des fonds pour pouvoir lancer des travaux de restauration. Alors, la réouverture n'a pas été si simple que ça, puisque finalement, il y avait un des premiers chantiers, c'était de sécuriser le site pour la réouverture. Donc, il a fallu en 2008-2009 travailler avec l'architecte des bâtiments de France pour pouvoir, et puis notre architecte qu'on avait recruté pour pouvoir sécuriser le site. Donc, on a mis en place une batterie d'étaiement en bois pour soutenir le mur nord de l'église, qui nous a coûté quand même 150 000 € à l'époque, et qui permettait de garantir une ouverture temporaire en attendant de faire les travaux. L'église de Thiron, alors on a un petit village de 1000 habitants, mais on a une église qui est la plus longue nef du département après la cathédrale de Chartres. Elle fait 64 mètres de long. Donc, c'est pas la petite église comme on peut avoir en tête la petite église de campagne. Donc, du coup, c'était un long mur à soutenir et à étayer, ce qui fait que l'église était toujours vouée au culte, déjà en plus à l'époque. Donc, il a fallu aussi discuter avec le curé affectataire, puisque l'église était affectataire et donc c'est elle qui détient les clés d'ouverture de l'église. Donc, il a fallu aménager une salle pour pouvoir faire la messe en attendant. Et puis l'église n'apportant pas d'argent, il a fallu trouver un système pour pouvoir bah, commencer à recruter, enfin, à trouver de l'argent pour pouvoir lancer les travaux. Euh, pour permettre la réouverture, on a dû aussi mettre un système d'alarme et de sécurité. Donc, c'est un système qui permettait, si le mur bougeait, de nous alerter ou d'alerter même les gens qui étaient autour en disant attention, il y a un danger, et donc de pouvoir sortir. Ça a été compliqué de la réouverture de l'église parce que finalement, personne ne voulait prendre cette responsabilité, et finalement, il n'y a que le maire, en fait, enfin moi, du coup, qui ai pris cette responsabilité-là, en sachant que on avait quand même mis un certain nombre de paramètres en place pour pouvoir quand même garantir la sécurité des personnes qui rentraient dans cette église. Donc, la deuxième étape, ça a été donc d'étudier les travaux de rénovation et puis d'estimer le coût. Donc, notre architecte spécialisé sur les monuments historiques nous a fait un premier projet à 4 millions d'euros, un projet global à 4 millions d'euros, sur lesquels on a dit on ne sait pas comment on va faire pour financer 4 millions d'euros. Donc, on a prévu une première tranche ferme qui était autour de 2 millions d'euros, qui était déjà colossal pour la commune, en sachant que dans les projets antérieurs, on avait regardé, il y avait un premier projet de restauration qui avait été chiffré en 1990, qui valait 1,5 million de francs à l'époque. Donc, dans les années 90, le même travail en fait, de restauration coûtait 230 000 euros. Donc, pratiquement 10 fois plus, en fait, 20 ans après, quoi. C'est vrai que on s'est dit, c'est quand même dommage parce qu'après la tempête de 99, le département avait mis en place une grosse campagne de rénovation des églises avec des financements très intéressants. Malheureusement, les élus de l'époque n'avaient pas franchi le pas. Et bon, on se retrouvait un peu avec cet héritage qui était un peu compliqué. Donc du coup, on a commencé à déposer les dossiers pour pouvoir faire ces travaux assez rapidement. Et on est vite tombé face à un mur de différentes natures, hein. Déjà, on a fait valider notre projet par la DRAC Centre, qui a émis un avis très réservé sur le projet de notre architecte, qui voulait plutôt reconstruire un cloître tel qu'il pouvait être au XIIe siècle, au XIVe siècle,
Donc, en fait, ils voulaient faire plutôt une restitution, sauf qu'on n'avait pas du tout d'élévation du cloître à cette époque-là. Et donc, on est passé en commission nationale des monuments historiques, donc au ministère de la Culture à Paris, pour pouvoir les défendre notre projet face à d'autres architectes du patrimoine et pour faire valider le projet. Donc ça, déjà, c'était assez, assez important. Enfin, on se disait, mince, ça commence mal. Le projet, déjà, dès la base, il est remis en cause. Donc, c'était compliqué. Donc, il a fallu en fait vraiment négocier, enfin, pas tellement négocier, mais plutôt proposer des arguments pour pouvoir faire valider notre projet, donc, qui a été validé et donc du coup, la DRAC a validé aussi les subventions qui allaient avec, puisque comme on était classé monument historique, ça permettait de débloquer des fonds de la DRAC donc, qui étaient non négligeables. Et donc, à partir de là, on s'est dit, bon, bah, OK, le projet est validé, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il a fallu faire une phase d'animation et de connaissance, de faire connaître notre projet auprès de tout le monde pour pouvoir trouver des financements complémentaires. Parce que la DRAC aidait, mais après, derrière, il fallait trouver le reste. Donc, du coup, on a d'abord été présenter notre projet au préfet, au sous-préfet, parce qu'il faut savoir que les fonds d'État passent aussi par les préfets et les sous-préfets, qui ont été, alors ça change régulièrement, les sous-préfets et les préfets, donc ça a été à chaque fois qu'il y avait un nouveau préfet qui arrivait, on allait lui présenter le projet. Il y en a certains qui nous ont vraiment soutenus de manière très, très forte, ce qui fait que ça a même été des fois un déclencheur pour pouvoir débloquer d'autres fonds. C'est-à-dire qu'en plus des fonds de la DRAC, on a obtenu par exemple de la DECIL, qui est un fonds d'État qui permet aux collègues, un fonds une subvention que donne dont des enveloppes, c'est des enveloppes départementales. Et donc, le préfet de l'époque nous avait accordé de la DECIL pour un projet de restauration d'abbaye, mais parce qu'il y avait aussi un projet d'animation tout autour. Donc, parce que c'est assez rare d'avoir deux fonds d'État, DRAC et DECIL. Du coup, ces deux fonds d'État, c'est assez rare. Et ce qu'il faut savoir également, petite information pour les élus, c'est que les monuments historiques peuvent être décloisonnés du plafond de 80% de subventions publiques. Ce qui fait que, alors c'est le préfet du département qui donne l'autorisation, mais les monuments historiques, c'est une petite particularité du patrimoine, c'est que ça peut être déplafonné. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus de 80% de subventions publiques, donc ce qui était le cas sur notre première tranche, ce qui a permis en fait de financer. Enfin, on avait 82%, je crois, de fonds publics sur la première tranche, donc ce qui était plutôt bien. Euh, et donc, il restait quand même les 18% restants à trouver. Donc, on a remis en route notre association pour la restauration de l'abbaye, qui était en sommeil depuis quelques années. Association qui était le partenaire très important en fait sur la restauration de l'abbaye. Ça a permis déjà de recréer, reprendre contact avec des mécènes et des entreprises locales pour nous aider. Ça a permis en fait, l'association permet de financer justement les 18% restants. C'est-à-dire que finalement, en termes pour la commune, ça a été financé à 100%. Finalement, à 82% par des fonds, des subventions, et les 18% restants ont été financés par un don, par des dons qui ont été versés à l'association pour la restauration de l'abbaye et ensuite, il y a un don qui a été fait à la commune pour pouvoir financer finalement les 18% restants. Alors, c'est des montages, je ne sais pas si on marche peut-être un peu sur une brèche entre la légalité ou pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien d'illégal là-dedans, mais c'est un moyen en fait de motiver les élus en disant finalement ça ne coûte rien à la commune. Enfin, ça, ne serait-ce que il faut supporter quand même les travaux, hein. Un projet à 1 million, un peu plus d'1 million d'euros pour un village de 1000 habitants, c'est quand même un sacré projet. Donc, ça a été assez lourd, hein, ça n'a pas été facile, mais ça permet de se dire que ces projets-là peuvent être très facilement financés par rapport à d'autres projets. Dans les acteurs que vous avez sollicités, vous pouvez rappeler quels ont été les gens qui ont permis
que tout soit financé, mis à part oui, les collectivités territoriales. Ouais. J'imagine qu'il y avait la Fondation du patrimoine. Oui, 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 tout à fait. En fait, du coup, on a pris contact avec beaucoup d'associations, typiquement la Fondation du patrimoine. Donc, on a signé une convention avec la Fondation du patrimoine et l'Association pour la restauration de l'abbaye pour collecter les fonds, ce qui permettait à des mécènes, enfin, déjà d'avoir une plateforme en ligne pour pouvoir faire des dons en ligne, ce qui était plutôt facile, enfin, aisant enfin, c'était plus facile pour nous de réclamer des dons via la plateforme. Alors en sachant que la fondation prend quand même un petit pourcentage au passage, donc ça, il faut quand même le signaler. Euh, mais la Fondation du patrimoine nous met en place en fait cette plateforme qui permet de défiscaliser, de ne pas s'occuper de la défiscalisation, etc. Ça facilite le travail. Par contre, elle ne s'occupe pas de l'animation. C'est-à-dire que c'est à nous quand même d'animer pour trouver les mécènes et de faire de l'animation locale. Mais c'était quand même très avantageux. Donc, en fait, ça a permis de créer un club des mécènes local. On a été voir des entreprises, on a été voir des partenaires locaux, on a mis en place des produits locaux, des producteurs qui ont donné des produits, qui vendaient des produits avec un retour sur investissement pour l'association. Euh, on a été voir les notaires pour avoir aussi enfin, qui puissent faire la promotion finalement quand il y a des donations à faire. Des fois, les notaires sont les premiers face aux personnes qui veulent faire des dons. On a eu une dame qui nous a fait un don de 40 000 euros, du coup, euh, pour l'église. Euh, il faut aller voir aussi On peut regarder dans les fiches, alors quand on peut, mais les gens qui se sont mariés ou les gens qui sont nés sur la commune peuvent avoir une sensibilité particulière à soutenir le patrimoine de la ville. Euh, donc, ce qui est plutôt intéressant. Et après, il y a plein de structures, de plateformes qui sont aussi en ligne pour pouvoir faire du crowdfunding ou des collectes d'argent. Mais nous, la particularité qu'on avait, c'était que comme on était avec la Fondation du patrimoine, il y avait une clause entre guillemets de non-concurrence ou d'exclusivité, donc ce qui fait qu'on ne pouvait pas aller sur les autres plateformes de crowdfunding. Donc ça, c'était un petit blocage aussi qu'on a eu avec la Fondation du patrimoine, parce que du coup, il y avait un peu ces clauses d'exclusivité qui étaient un peu complexes. Mais ça ne nous a pas empêché quand même de trouver des partenaires. Donc, on a eu des entreprises locales, on a envoyé des dossiers, on a fait un petit dossier assez qualitatif pour essayer de, d'envoyer aux entreprises, à toutes les entreprises du territoire, les grosses boîtes. Et puis, en fait, on a mis en place des visites de chantier spécifiques pour les mécènes. On a envoyé des invitations quand il y avait des événements ou des concerts. On a mis en place un système de contrepartie aussi pour les mécènes qui permettait de valoriser un petit peu leur engagement. Ils avaient une carte des mécènes, on a fait des plaques avec leur nom qu'on a mis sur les bancs de l'église. Je sais qu'il y a des églises aussi qui font dédicacer les tuiles ou les ardoises qui permettent en fait d'acheter quelque chose d'un peu concret et de laisser un passage de leur don. Et puis, on a essayé de communiquer assez régulièrement sur les réseaux sociaux. On a mis en place enfin, sur notre site internet, on a mis des plaquettes qu'on a imprimées. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a mis une borne sans contact dans l'église pour acheter une tuile. Justement, c'est 3 € la tuile. Donc, on a mis en place une borne qui permet de payer en sans contact, donc avec sa carte bleue, et qui permet d'acheter une tuile. Et plus on gagne, plus on joue. Enfin, plus on joue, plus on gagne, je ne sais rien, mais ça permet en fait de, de collecter les gens de passage en fait, qui venaient visiter l'abbaye et qu'on ne pouvait pas capter. Ça permettait de récupérer des petits dons comme ça. On a mis aussi en place un petit système de collecte de dons sur les TPE des commerçants du centre-bourg. On a la chance d'avoir une quinzaine de commerces sur Thiron-Gardais. Et donc, les commerçants qui étaient volontaires, on leur a installé un petit logiciel sur le TPE qui permet, en fait, quand les gens font leurs courses, on leur demande s'ils veulent rajouter 1 € pour l'association pour la restauration de l'abbaye. Donc, c'est une société qui fait ça, qui s'appelle EO.
qui fait ce type de projet. Et puis après, selon les départements et les régions, donc on a eu quand même un soutien important du département sur la première tranche. Et puis, on a eu donc le département, la DSIL et la DRAC, principalement en fonds publics. Et puis après, les mécènes voilà, de tous ordres, enfin, vraiment de tous ordres. Euh, des dons qui allaient des fois de 50 euros, mais qui donnaient 50 euros tous les ans à des gens qui ont donné 5 000 ou 6 000 euros d'un coup. Ça, c'est vraiment très aléatoire. Et là, donc, vous parlez d'un monument historique, mais Oui. pour tout ce qui est patrimoine non protégé de la commune, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus compliqué à financer, à mettre en valeur? Enfin, on a fait quelques opérations, du coup, en attendant de pouvoir travailler sur le monument en tant que tel. On a fait quelques opérations, par exemple, de restauration de dalles funéraires qu'on avait dans le fond de l'église. Et en fait, on les a fait inscrire à l'inventaire supplémentaire parce que déjà, ça nous permettait de toucher des fonds de la DRAC de manière un peu plus importante. Euh, donc, après, sur du patrimoine non classé, je sais que c'est beaucoup plus difficile d'obtenir des fonds. Euh, c'est là où le mécénat et où l'animation enfin, joue beaucoup. Euh, mais moi, j'incite si vraiment le patrimoine vaut le coup, de le faire inscrire ou classer. Souvent, on dit oui, mais ça va nous coûter plus cher que ce que ça va nous rapporter. Je ne suis pas certain. Enfin, après, faut quand même regarder le pour et le contre, mais je pense qu'il y a plus de pour à faire classer l'objet ou le bâtiment, parce que derrière, il va y avoir un accompagnement, il va y avoir des aides. On sait que ça va être fait par des artisans qui vont être quand même s'ils sont un peu plus chers, faits de qualité, et ça va quand même mettre en valeur l'objet ou le monument. Donc, nous, on a, on a, on a aussi, enfin, ce qui a été le déclencheur en fait pour pouvoir réaliser les travaux, il faut quand même le dire, c'est qu'on a eu aussi un soutien de la mission Berne. Donc, ça a été pas un déclencheur. Bon, on a l'avantage enfin, l'avantage ou le désavantage, parce que en 2013, en fait, Stéphane Bern a acheté un bien sur Thiron-Gardé, donc ça à proximité de l'abbaye. Donc ça a facilité nos relations, même avant qu'il lance la mission Berne, puisque Thiron-Gardé était un peu son cas d'école. Et donc du coup on avait déposé un dossier à la mission Berne, ce qui fait qu'on a eu un soutien dès le départ, qui a permis en fait de boucler aussi le budget. Euh, et ça a été un peu le déclencheur pour les travaux pour la suite. Euh, mais à côté de ça, on a essayé aussi d'aller par exemple, au Salon du patrimoine culturel au Carrousel du Louvre. On a rencontré toutes les associations de patrimoine. On a adhéré à beaucoup d'entre elles, les VMF, les demeures historiques, les maisons paysannes, Cité Paysage, Sauvegarde de l'art français, l'Observatoire, enfin tous, on les a quasiment tous faites, pour essayer aussi de faire parler en fait du projet, essayer de remplir aussi des fois des prix, demander des aides, etc. Alors, ce n'est pas toujours simple. Des fois, il y a des prix départementaux, des prix régionaux, des prix nationaux, même des prix américains, internationaux, etc. Mais on a essayé de faire le plus de communication possible autour de ce projet. On est aussi passé par l'Association des journalistes du patrimoine, qui ont organisé un voyage de presse chez nous pour pouvoir discuter justement du projet, parler de l'Église, etc. Et en 2010, j'ai créé une association qui s'appelle l'Association de l'Ordre de Tiron, puisque comme l'abbaye était chef d'ordre, on connaissait très bien l'histoire de notre abbaye, mais pas celle de ses dépendances. Et il y avait 120 sites en Europe qu'on ne connaissait pas. Donc, on a pris contact avec les propriétaires, on a essayé de les connaître, de récolter des informations. On a organisé en 2014 les 900 ans de l'abbaye de Tiron, ce qui faisait qu'on avait un événement assez important à organiser en 2014, et qui a permis en fait de rassembler énormément de personnes, de mécènes, de partenaires autour d'une grande fête celtique, puisqu'on était beaucoup sur les pays celtes.
Donc, on a fait une très, très grosse fête en 2014 qui a permis vraiment de mettre en lumière finalement l'abbaye et de parler des difficultés qu'on avait autour de ce bien. Donc, plus on fait parler du bien, mieux c'est, et plus on crée une communauté en fait, de personnes autour de ce projet. Ce qui est du coup a donné une autre dimension finalement au projet de rénovation de l'église. Et ça a permis aussi d'emporter la population avec. C'est-à-dire que les gens ne voyaient plus le projet comme étant on va restaurer l'église pour restaurer l'église. Non, il y a aussi un projet culturel autour, il y avait un projet touristique. On a essayé de faire un projet global finalement d'accompagnement de la restauration de l'église. Euh, Parce que c'est vrai que quand on se retrouve en conseil municipal et avec tout un tas de projets, et la réflexion qu'on avait à l'époque, c'était pourquoi on ne refait pas le terrain de foot plutôt que de mettre 1 million d'euros dans l'église. Déjà parce que les subventions sont finalement beaucoup plus faciles à obtenir sur des monuments que sur d'autres projets. Et puis parce que finalement, au final, ça n'a rien coûté à la commune et que ça permettait quand même de dynamiser. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a rien coûté, mais quand même, il fallu quand même porter le projet, qui est plus d'1 million d'euros sur un projet, sur un budget communal, c'était assez fort, c'était assez important. Ça a permis des fois on a dû choisir, faire des choix pour pouvoir porter tout ça. Euh, il faut aussi, mais il y avait aussi des retombées, c'est-à-dire que la rénovation, le chantier a duré un petit peu, ça a créé de l'économie sur place, ça a développé le tourisme, le chantier a permis de faire de l'animation, ça a permis aussi de faire vivre le commerce local, donc ça a profité finalement à tout le monde, ce qui était plutôt pas mal. Euh, Après, pendant le chantier, enfin même avant la préparation du chantier, on a eu le lancement des fouilles archéologiques, ce qui est quand même aussi un préliminaire qui n'est pas si simple que ça. Ça nous a coûté 115 000 euros de fouilles archéologiques, qui n'a pas été subventionné parce qu'il y a un fonds national, mais alors qui est complètement nébuleux. Je n'ai jamais réussi à savoir comment fonctionnait ce fonds pour l'archéologie préventive. On a déposé 2 fois notre dossier, 2 fois il a été refusé, comme quand on ne rentrait pas dans les critères, alors qu'on rentrait dans tous les critères. C'est vraiment quelque chose de très, très, très nébuleux pour moi. Donc, en plus, on a notre cabinet d'archéologues qui a fait faillite. Et donc, du coup, on s'est retrouvé à renégocier avec le service archéologique du conseil départemental pour terminer le chantier. C'était un petit peu compliqué. Et c'est à ce moment-là où on a pris conscience qu'il nous fallait en fait une aide technique. Et on a eu la chance qu'il y avait sur le chantier en fait, du collège militaire qui était la propriété de Stéphane Bern, qui était en cours de rénovation. Il avait un assistant en maîtrise d'ouvrage qui était très qualifié, que nous, on voyait régulièrement parce qu'elle intervenait des fois sur du domaine public, donc on avait des relations de travail. Et c'est à ce moment-là qu'on lui a demandé si elle voulait bien nous accompagner sur le dossier de chantier de l'église. Ce C'est qui a vrai que fait que... oui. Ouais, L'assistance à maîtrise d'ouvrage, ça fait vraiment la ouais, différence. C'est d'ailleurs c'est été recommandé dans le rapport sénatorial Les maires face au patrimoine. Ouais, donc tout vous à nous fait. confirmez de par votre C'est expérience. pour moi, c'est indispensable. C'est indispensable parce que, alors ça a été un long débat en conseil municipal aussi, parce que finalement, on avait déjà dépensé quasiment 300 000 euros entre les étaiements, les fouilles archéologiques, les études, etc., sans avoir dépensé 1 euro pour les travaux de l'église. Et je leur disais, OK, on va encore ajouter 20 000 euros pour prendre un assistant en maîtrise d'ouvrage. Mais en même temps, ça nous évitera les erreurs et au final, on fera peut-être des économies parce que techniquement, c'est tellement technique que des fois, quand on est face aux entreprises, c'est quand même très compliqué de négocier. Là, on est plus à l'aise pour ça. Alors, quand on est du métier, ça va. Et encore, c'est pas toujours simple. Donc là, le cabinet Vademecum qui nous suivait, qu'on a décidé de choisir, franchement, heureusement qu'on l'avait parce que sinon, le chantier n'aurait pas pu se terminer, très clairement. On a un chantier de 8 mois qui a duré 3 ans.
parce qu'on a eu tous les problèmes du monde sur ce chantier. On est sur un monument historique avec les aléas d'un monument historique. Ce n'est pas comme une maison où on connaît un petit peu comment ça va se passer. Sur un monument historique, quand on commence à toucher un monument historique, il peut se passer tout, y compris le monument qui bouge, par exemple, en un moment, et tout le chantier s'arrête parce que les ouvriers ne veulent plus travailler sous le monument qui est en train de bouger, alors qu'il y a eu une alerte une fois, mais ça a mis un arrêt pendant 6 mois qui Très s'est bien. terminé avec un architecte du patrimoine en chef qui est venu régler le souci. Je ne sais pas, il y a peut-être 20 personnes qui étaient présentes ce jour-là. C'est une réunion. Enfin, c'était très, très, très compliqué à gérer. Et puis après, il y avait tout un tas de choses qu'on n'avait pas prévues. Enfin, la mise sous surveillance qui durait plus longtemps, du coup, c'était comme un sacré budget qu'on n'avait pas prévu au début. On avait tout ce qui était le stockage des matériaux, dont on ne savait pas où les stocker. Toutes les découvertes de fouilles enfin, qui étaient à réutiliser après, qu'il fallait stocker également. Les changements de prix, parce que d'un chantier de 8 mois, on passe à 3 ans, donc il y a des revalorisations. Il y a des oublis qui avaient été faits parce que en fait, la première tranche de 2 millions d'euros, elle s'est découpée finalement. On l'a découpée en 2 phases. Une première de quasiment de 600 000 euros à peu près, mais qui a finalement été pratiquement jusqu'au million. Euh, donc ça a été assez compliqué et assez dur à gérer. Et c'est là où on se dit, heureusement qu'on avait notre assistant en maîtrise d'ouvrage, parce qu'elle a joué le rôle de médiateur et de très, très bons conseils sur ce chantier. Euh, donc, je pense que c'est important d'avoir un assistant en maîtrise d'ouvrage et puis une personne de la commune qui suive le chantier, qui puisse prendre des décisions des fois assez rapidement. Euh, donc, c'est assez important. Et aussi de pouvoir communiquer pendant cette période de chantier. C'est-à-dire que nous, du coup, ce chantier qui a duré finalement très longtemps, ça nous a permis de communiquer sur les réseaux sociaux, auprès de nos partenaires, d'organiser des visites de chantier. On avait aussi participé, l'école a participé au petit journal du patrimoine, où on avait eu un prix d'ailleurs. Du coup, ce petit journal a été édité et distribué à la population, donc ce qui permettait de communiquer aussi sur l'avancée des travaux. Euh, et puis là, maintenant, on va rentrer dans une deuxième phase de travaux. Donc là, cette année, on espère pouvoir relancer encore 1 million d'euros de travaux pour terminer le chantier. D'accord. Cette deuxième phase qui est indispensable. Et à côté de ça, on travaille aussi sur une labellisation petite cité de caractère qui permet de... Alors certes, il y a l'abbaye, enfin, il y a l'église abbatiale qui est le phare de ce projet, le moteur, mais tout autour, il y a un ensemble architectural qui était justement assez cohérent et qu'il ne fallait pas oublier. Et ça a permis en fait d'impliquer aussi tous les gens qui étaient autour de l'abbaye en disant, bah voilà, nous on fait des efforts pour maintenir ce monument historique, à vous aussi de participer à l'embellissement de la commune et en essayant de mettre en place des outils qui puissent vous aider à valoriser ce patrimoine. Donc, on a trouvé que le label Petite Cité de Caractère était ce qui nous convenait. Alors, c'est assez lourd aussi. On a déjà passé la première étape où on est homologable. Donc, pendant ce temps-là, on a 3 ans pour pouvoir mettre en place un SPR, un site patrimoine remarquable, qui est une zone à déterminer avec l'ABF où on va rentrer un peu plus dans le détail des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France. Mais il y a aussi d'autres labels qui existent, comme les plus beaux villages de France, ou on en parlait tout à l'heure, l'artisanat, enfin, ville et artisanat d'art, etc. Enfin, il y a Oui, tout un tas de la labels. histoire, ce genre de choses. Les villes et pays, voilà, c'est ça. Il y a plein de labels qui sont tous plus ou moins différents. Et voilà, donc, nous, on est plutôt parti sur les petits traits de caractère qui paraissaient nous convenir. Euh, donc voilà, je vais pas être trop long. Je pense qu'il y a certainement Oui, des je vais questions. Mais devoir vous couper. oui, oui. Le temps Je, je passe. voulais juste, je voulais juste terminer en disant que, enfin voilà, pour moi, il y a trois items clés en fait. C'est que déjà, il faut bien connaître l'histoire du site, enfin ou du monument, connaître l'ADN du lieu. En fait, ça permet des fois de trouver des mécènes, d'aller, enfin de faire la lumière sur l'histoire en fait du monument. Ça permet de faire ressortir des
voilà, des petites anecdotes ou des petites choses qui font que ce monument, il a quelque chose de particulier par rapport à pourquoi j'irais donner en fait à ce monument-là plutôt qu'à une autre. C'est une église parmi d'autres en France, mais il y a un truc qui va faire que je vais m'attacher plus facilement à ce monument. Donc de faire ressortir des choses, de l'ADN en fait du site ou du village, ça permet en fait de faciliter le mécénat. Ensuite, je pense qu'il faut beaucoup de patience et de détermination. Enfin, nous, du coup, ça fait depuis 2008. Les travaux ont commencé en 2015 jusqu'en 2018. Et là, on va seulement entamer une deuxième tranche en 2021, enfin 22 maintenant. Donc, c'est assez long. Et la troisième chose, c'est vraiment de communiquer, de créer une communauté en fait, de gens autour de cette église, parce que la commune toute seule, elle ne peut pas le faire. Il faut qu'elle ait au fait à côté une association, des mécènes, des animateurs, des communicants et tout un tas de gens qui ont des compétences qui permettent d'enrichir le projet. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas, Ophélie Desrolles, si vous voulez rebondir sur ces points. J'imagine qu'il y a des passerelles aussi dans ce que vous avez dû vivre. Je rappelle, présidente et cofondatrice du projet de la Grande Halle dans le Calvados, la réhabilitation de l'ancien atelier électrique de la Société métallurgique de Normandie, donc patrimoine industriel. Donc, la parole est à vous. Merci. Alors moi, je n'ai pas de présentation. En revanche, vous pouvez vous mettre sur le site web du WIP, puisque on est un... Je vais vous mettre le lien. Vous avez laissé la possibilité de partager votre écran. Exact. Oui, je peux partager mon écran, sinon je le mets dans le lien. Si vous voulez aller sur notre site web. Donc, alors nous, c'est quand même une situation très différente dans le montage, dans le portage et dans la façon dont l'organisation des forces s'est mise en œuvre. Donc, et puis, comme vous avez ouvert sur les tiers-lieux tout à l'heure, je précise aussi que je suis membre du conseil d'administration de l'association France Tiers-lieux et que prévisionnellement, en 2023, il y a 3000 tiers-lieux. Donc, en effet, c'est un peu un mot fourre-tout. Il n'y a pas de définition parce que le principe, c'est que c'est un processus, c'est une façon de travailler ensemble et de gouvernance et d'hybridité des activités dans lesquelles on va pouvoir retrouver des médiathèques, dans lesquelles on va pouvoir retrouver des coworking, des lieux intermédiaires, des espaces comme les nôtres, mais bien volontiers pour en discuter après la présentation. Donc nous sommes initialement une association de préfiguration et aujourd'hui, nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle le WIP, qui est structurée en SAS. C'est une entreprise et qui a été cofondée par 50 personnes, citoyens du territoire, habitants ou des entreprises individuelles également, et qui se sont engagés dans l'envie de réhabiliter une friche industrielle aux portes de Caen, sur le territoire de Colombelles, qui par ailleurs est un des quartiers prioritaires de la communauté urbaine et qui est un des premiers territoires zéro chômeur de longue durée. Je le dis parce qu'en fait, ce territoire-là a été extrêmement blessé par la fermeture de l'usine de la Société métallurgique de Normandie. Ça faisait presque un siècle que cette usine existait. Elle a eu jusqu'à 6700 salariés directs dans les années 70 et puis elle dominait tout Caen. Donc tout le monde la voyait et aujourd'hui, à minima en Basse-Normandie, chaque famille a une histoire à raconter avec ce site. Quand il a fermé en 93, quand la maire a hérité, donc quand la maire, c'est la communauté urbaine de Caen, est devenue propriétaire de ce site et a créé la société d'aménagement, la SEM Normandie Aménagement, et a mis en concession ce territoire qui avait été, donc c'est une emprise industrielle de plus de 160 hectares, et tout a été rasé ou démonté, hormis la Grande Halle, qui fait donc 3000 m², qui était l'ancien atelier électrique, 2 nefs en béton l'une à côté de l'autre, collées l'une à l'autre, et un grand réfrigérant qui domine la plaine de Caen et qu'on voit à plus de 20 ou 25 km, qui fait 56 mètres de haut. Donc 2 structures en béton
Et donc, petit à petit, s'est reconstitué autour de la Grande Halle une zone d'activité économique. Le site est extrêmement pollué, donc pas possible d'y construire des logements. Au-delà de la pollution, c'est des terrains très, très problématiques, hein. L'usine a été, comment dire, je perds mon mot, a été détruite 2 fois lors des deux guerres mondiales. Donc voilà, c'est un gruyère sous ce terrain. Et donc, tout autour de la Grande Halle, des bureaux se construisent, des entreprises agroalimentaires, il y a un pôle de compétitivité, mais au cœur de ce grand espace reste la friche, qui est le symbole visuel des fractures sociales, économiques de ce territoire. Moi, je travaillais pour la société d'aménagement depuis 2011. Une de mes missions a été d'imaginer la réhabilitation de ce bâtiment. Parce que voilà, toutes les zones commençaient à être reconstruites, mais vraiment au cœur géographique du Grand Plateau, il y avait cette friche, mais vraiment dans un état pas possible. Et il était urgent de pouvoir la réhabiliter. Donc, ce n'est pas un bâtiment classé, mais les volumes et puis le symbole patrimonial que cela représentait faisait qu'il y avait un enjeu à imaginer une réhabilitation. C'est en entrée de ville, ça faisait entre guillemets vraiment tâche, quoi. Donc ça pouvait jouer sur l'attractivité du territoire. Et puis là, on se situe en 2013-2014. C'est pas encore l'explosion des tiers-lieux. En revanche, la réhabilitation de friches industrielles, notamment en lieu culturel, en espace de coworking, était déjà un petit peu dans les têtes. En tout cas, il y avait bien sûr tout ce que pouvait faire Patrick Bouchain et son équipe construire, qui pouvait être relativement inspirant. Et donc moi, à ce moment-là, le cahier des charges que me donne ma direction, c'est imagine un espace permettant à des petites entreprises qui sortent de pépinières ou d'hôtels d'entreprise de pouvoir poursuivre leur parcours immobilier. Donc, je découvre le monde du coworking et en découvrant le monde du coworking, je découvre beaucoup plus loin le monde des tiers-lieux, c'est-à-dire, à mon sens, le fait d'organiser un processus collectif impliquant toutes les parties prenantes d'un territoire, habitants, collectivités, entreprises, travailleurs, associations, etc., dans le but de créer un projet collectif qui puisse accueillir une diversité d'activités, qu'elles soient grand public, qu'elles soient professionnelles, et de créer des projets collectifs utiles pour le territoire, utiles pour ses citoyens, mais aussi utiles pour ceux qui le traversent et qui l'occupent. Et donc, j'exprime à ma direction à ce moment-là que ce n'est pas possible de prédéterminer le programme qu'il y aura dans ce grand bâtiment de 3000 m² et qu'il faut associer tout le monde. Et j'obtiens carte blanche pour le faire. Donc ça, c'est en 2014. Et de 2014 à 2016, non seulement… Donc là, c'est la société d'aménagement en maîtrise d'ouvrage qui porte toutes ces études préalables, qui organise la concertation publique, mais qui organise la concertation publique d'une façon où, en fait, on met les gens en situation de débat, de proposition, où on les fait venir sur le site, où on les met en situation d'usage. Et en même temps, on recrute l'équipe de maîtrise d'œuvre. Il se trouve que c'est Construire et Encore Heureux. Encore Heureux, qui sont les lauréats en 2018 du pavillon français à la Biennale d'architecture de Venise, qui ont fait plein de projets, notamment de réhabilitation de friches en lieu culturel et en tiers-lieu. Et donc, à ce moment-là, l'équipe d'architectes et de maîtrise d'œuvre est donc également embauchée pour valider que le programme qu'on est collectivement en train de construire est valable et peut tenir dans ce bâtiment industriel. Et donc, il faut évaluer évidemment la qualité structurelle, parce que vraiment, il était en très mauvais état. Et donc, de fil en aiguille, une programmation se construit en mobilisant beaucoup de monde. Des grands axes se déterminent sur les transitions écologiques, sur la culture, sur l'économie sociale et solidaire, sur la convivialité. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est que dans la Grande Halle, il y a un espace qui fait 1000 m².
et que quand les architectes sont arrivés là, ils ont dit il est hors de question qu'on cloisonne cet espace-là. Et donc, il n'était pas du tout prévu initialement d'avoir des activités autour de l'événementiel ou de la diffusion culturelle. Et en fait, c'est aussi le bâtiment qui a influencé le type de programmation qui allait se mettre en place. Donc, c'est un dialogue qui a été tout de suite initié. Et ça, je pense que c'est très important dans la construction des projets, de faire tout de suite dialoguer, et notamment dans les tiers-lieux. On fait pas mal d'accompagnement de collectivités ou de porteurs de projets sur des projets de tiers-lieux. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on imagine et on conçoit le projet. Ça prend déjà beaucoup de temps. On a éventuellement un lieu en perspective, mais pas toujours. Toujours est-il que quand ensuite on se confronte à un lieu, eh ben, on est obligé de revoir énormément de choses dans le projet et ça reprend 2-3 ans, quoi. Donc, c'est long. Donc, c'est pour ça que ce dialogue-là et ces interactions, ils sont importantes. Mais nous, c'est vrai que dans le modèle, ce qui a été aidant, c'est que la société d'aménagement, propriétaire du site au travers de la concession d'aménagement de la communauté urbaine, pouvait porter toutes ces études préalables. Donc, pouvait financer, puisqu'elle réhabilitait son bâtiment, elle pouvait financer toutes ces études préalables. À une seule condition, qui était qu'il fallait que le projet qui allait s'installer dans ce tiers-lieu, puisqu'on commençait à utiliser ce mot-là, soit viable économiquement et soit en capacité de payer un loyer, puisque la SEM est une entreprise commerciale et donc aller emprunter ou aller demander une avance sur son bilan de concession et qu'elle devait rembourser. Donc, nécessairement, le remboursement allait passer par l'encaissement d'un loyer. Donc, c'est à ce moment-là que la bascule s'est faite pour moi et pour ma collègue et moi, Pauline Sesco. Nous avons décidé de quitter l'entreprise Normandie Aménagement et de créer le WIP en disant, eh bien, puisque dans toutes les réunions que nous avons mises en place de concertation et de programmation, il y a des envies, mais il n'y a personne pour porter un projet, et bien nous, on va le porter. Et donc, on a créé sous forme associative le WIP, initialement en 2016, avec 3 autres personnes. Et on a obtenu à ce moment-là, de la part de Normandie Aménagement, que soit construit au pied de la Grande Halle, qui était inutilisable, un petit bâtiment qui s'appelle la Cité de Chantier, qui allait être notre lieu de préfiguration. Parce que l'enjeu, en 2016, le mot tiers-lieu était très peu utilisé. En plus, c'est flou. On demandait aux collectivités, et je vais vous expliquer pourquoi après, d'engager le financement de travaux de réhabilitation sans pouvoir leur garantir que le projet allait tourner. C'est-à-dire qu'eux et elles nous disaient mais attendez, avant d'investir 7 millions, nous, on veut être sûr que dans 2 ans ou dans 3 ans, vous allez pouvoir payer un loyer. Donc, montrez-nous votre modèle économique, montrez-nous que vous allez être suivi, montrez-nous vos contrats. Difficile. Donc, en fait, ce qu'on a joué, parce que tant que le bâtiment n'existe pas, on peut pas, personne ne va signer, quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à créer un petit lieu au pied et on a fait la démonstration par la preuve. C'est-à-dire que ce petit lieu, la Cité de Chantier, qui était aussi, et c'est ce qui a légitimé bien sûr sa construction, c'est que c'était la Cité de Chantier, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui allaient réhabiliter le lieu allaient avoir leur cabane de chantier à cet endroit-là, toutes les réunions avec les architectes se faisaient à cet endroit-là, tous les futurs utilisateurs pouvaient venir expérimenter dans la Cité de Chantier ce qui allait ensuite se développer dans la Grande Halle. Et de fait, c'est ce qui a permis que le tour de table financier pour la réhabilitation de la Grande Halle puisse se faire. Donc là, je rentre sur la période 2016-2019. Le WIP devient, on va dire, le maître d'usage entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'usage, et devient en fait, même si à ce moment-là, on n'a rien signé, donc nous, on prend un risque personnel, professionnel à ce moment-là, mais pas un risque financier. Le risque financier est porté à ce moment-là par la société d'aménagement. Nous prenons le risque de devenir les futurs locataires et de monter cette entreprise de tiers-lieu, mais à ce moment-là, on n'a aucune garantie
que nous allons être les futurs utilisateurs, que le bail va se signer avec nous. Toujours est-il qu'il faut quand même qu'on prouve que ça peut marcher parce que dans le financement de la réhabilitation, les architectes avancent, déposent un permis de construire et estiment que tout compris, donc études préalables comprises, temps de travail des salariés de la SEM, construction de la cité de chantier, tout compris, ça coûte 7,5 millions. 5 millions de travaux, mais tout compris 7,5 millions avec les études préalables. Et la SEM ne peut pas tout porter. Et puis, ce n'est pas son intérêt de toute façon. Donc, la SEM va aller solliciter des subventions auprès des différentes collectivités. Donc, le tour de table financier se fait avec du FEDER, du Fonds Friche, donc l'EPF, la région, la communauté urbaine de Caen-la-Mer, l'ADEME et la ville de Colombelles sur le territoire de laquelle nous sommes installés. Le WIP, à ce moment-là, donc, ne finance pas du tout cette réhabilitation, on en aurait été bien incapable. Et à ce moment-là, c'est un choix de notre part de ne pas nous positionner, comme ça peut être le cas aujourd'hui par certains tiers-lieux, comme acheteurs du bâtiment à zéro et de supporter la maîtrise d'ouvrage. Nous, à ce moment-là, on ne s'en sentait pas du tout les épaules. Et puis, c'était pas aussi les études étaient, il n'y avait pas d'autres exemples, et donc nous, voilà, c'était pas possible pour nous d'assumer ça. Donc, par contre, on était tout à fait en capacité d'assumer, de devenir les locataires de ce bâtiment et donc de signer un bail commercial classique 369. Et donc, le tour de table financier se fait. Nous, pendant ce temps-là, on développe nos activités à la cité de chantier, on se fait connaître. On accueille énormément de monde, on organise des manifestations, on accueille des premiers coworkers, on montre que l'hybridité des activités fonctionne. Et au bout, alors ça a pris un peu de temps malgré tout, mais on finit par convaincre les collectivités qu'il est nécessaire de s'engager dans la réhabilitation de du bâtiment. Et donc, les travaux démarrent en 2018, début 2018, pour s'achever en octobre 2019. Et donc, en octobre 2019, la Grande Halle ouvre ses portes et entre-temps, aussi pour finir de convaincre les collectivités, nous avons créé la société coopérative d'intérêt collectif, la SIC, début 2018. Nous avons eu des signatures d'emprunt puisque il nous fallait investir dans tout le mobilier et puis dans toute la préfiguration avant l'ouverture du lieu. Et donc, ce qui nous a permis de le faire, c'est à la fois le fait de créer un premier capital social avec 50 sociétaires à 50 000 euros. Donc là, les parts sociales, chaque sociétaire pouvait prendre 500 euros. Certains ont mis 5 000 euros. Donc nous, il n'y a pas eu de dons, il n'y a pas eu de mécénat. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on a fonctionné. C'était aussi une exigence de la part des collectivités que ça soit une entreprise qui porte parce que ça les rassurait, que ça ne soit surtout pas un équipement public. Et donc, derrière, on a emprunté, on a eu un plan de financement de 400 000 euros, 300 000 euros d'emprunt et 100 000 euros de subvention d'investissement répartis entre la direction de l'ESS et la direction du numérique de la région Normandie, pour faire simple. Donc, voilà où on en arrive en octobre 2019. Et donc, en octobre 2019, on ouvre les portes. Il y a 6 000 personnes qui viennent, ce qui est énorme on ne s'y attendait pas du tout. Vraiment extrêmement mix dans les publics. Il y avait des familles, il y avait des entreprises, il y avait les gens du coin, il y avait les futurs utilisateurs, il y avait les artistes. Voilà, c'était très chouette. Et on démarre nos activités. Donc, le lieu est organisé avec une grande salle événementielle extrêmement modulable où aujourd'hui, on va autant accueillir les assises de l'économie circulaire que le salon Point P, que le spectacle du groupe acrobatique de Tanger. On essaye et que des représentations gratuites et solidaires pour des ONG. On a 500 mètres carrés de coworking. On a plein de salles de réunion et de formation. On a des ateliers au rez-de-chaussée. Il y a une microfolie qui est gérée par la ville de Colombelles. Il y a un restaurant qui est géré en externe pour l'instant, avec qui donc on a des baux de sous-location.
et on a 2 hectares de terrain. Donc, nous, notre chiffre d'affaires, enfin plutôt notre chiffre d'affaires est composé de toutes les locations que nous faisons, hein, toutes les offres commerciales, événementielles et locatives que nous faisons, les missions de conseil et puis des prestations de services autour. Et ça représente 75% de nos recettes et 25% sont issus des subventions de projets que nous sollicitons pour les projets d'intérêt général que nous menons. Donc, en l'occurrence, autour de l'inclusion, de la transition écologique et de la culture. Donc, aujourd'hui, nous sommes labellisés Fabrique numérique de territoire. Nous répondons systématiquement en consortium et en coopération avec les autres structures du territoire parce qu'on essaye vraiment de se structurer en réseau et de ne pas créer la concurrence entre nous. Donc, aujourd'hui, on est également quartier culturel créatif avec d'autres structures du territoire. Et on porte avec d'autres structures normandes le hub numérique. Voilà les grandes lignes du fonctionnement du WIP. Évidemment, on a fermé nos portes en mars 2020. Et donc, c'est vraiment la démonstration de la fragilité aussi de ce type de modèle, alors qui aujourd'hui fonctionne dans notre cas, évidemment quand il n'y a pas le Covid. C'est-à-dire qu'à chaque mois où il n'y a pas eu de protocole sanitaire trop strict, nous étions bénéficiaires. Mais le cumul fait que nous sommes aujourd'hui déficitaires. Ce qui est intéressant, c'est que chaque tiers-lieu va être différent dans la construction de son modèle économique, dans l'implication des collectivités, dans les financements qu'ils vont aller chercher. Il y en a d'autres qui passent par un fonds de dotation, il y en a d'autres qui sont structurés en sociétés coopératives et dont les collectivités sont sociétaires. Ça n'est pas notre cas. Et donc, nous, on a créé des liens avec les collectivités qui ont porté la réhabilitation. Et puis qui derrière vont, selon les appels aux projets qu'elles vont lancer, alors là en l'occurrence c'est non seulement les collectivités et aussi l'État, eh bien vont nous soutenir via les projets qu'ils vont juger pertinents parmi ceux que nous portons. Et c'est vrai qu'on a un vrai enjeu aujourd'hui de structuration du réseau des tiers-lieux. Alors il y a la région Normandie porte un label. Et en complémentarité de celui-là, les tiers-lieux sont en train de se structurer entre eux également pour faciliter leur complémentarité et leur co-développement. D'accord. Est-ce que vous avez eu, c'est vrai que vous avez suivi le projet en amont, sous une casquette différente, mais quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui, alors nous on est patrimoine environnement, donc on va prendre le cas d'un patrimoine à réhabiliter en tiers-lieu, quels seraient les conseils à donner en général, pour un patrimoine d'une certaine envergure, c'est vrai, est-ce qu'il faut s'entourer de qui, vers qui aller, si on n'a pas forcément si on est armé de bonne volonté, mais pas forcément avec la compétence nécessaire. Où est-ce qu'on peut trouver l'ingénierie et le soutien? Oui, alors je réponds juste à la petite question là sur le budget. On est dans l'idéal, notre chiffre d'affaires, c'est 1 million d'euros. Voilà, en temps normal et au bout de 2 ans de fonctionnement, ça devrait être ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous vous en doutez.
Après, sur les recommandations, alors j'ai oublié, puisque vous êtes patrimoine et environnement, j'ai oublié de préciser que la réhabilitation s'est faite en grande partie avec du réemploi de matériaux, puisque en effet, c'était un fil conducteur chez nous. Nous sommes sur une friche industrielle, on refait la ville sur la ville, on recrée des centralités, on réutilise du C'est ça qui nous intéresse. terrain qui est déjà utilisé. Donc, il était absolument nécessaire de poursuivre cette logique dans la façon dont on a réhabilité le lieu. Et donc, en l'occurrence, je dis « on » parce que nous étions également les titulaires du lot réemploi de matériaux de construction dans le cadre de la réhabilitation. Il s'agissait de permettre en fait à toutes les autres entreprises, électriciens, plombiers, menuisiers, charpentiers, de venir se fournir dans des stocks de réemploi que nous leur mettions à disposition et que nous valorisions pour eux. Et de faire le dialogue avec les assurances, parce que c'était là que c'était compliqué. Alors ensuite, les conseils. La grande difficulté aujourd'hui, je trouve, c'est que les collectivités sont extrêmement volontaires, mais ne trouvent pas de porteurs de projet parce qu'elles elles peuvent. Alors, peut-être que vous êtes un contre-exemple, et c'est vrai que vous avez, à Thiron, vous avez eu le soutien des habitants, notamment via tous les dons dont vous avez parlé. Donc, c'était une façon de s'impliquer qui était importante. Mais c'est vrai que dans un projet de tiers-lieu comme celui que nous, on a pu développer, ça nécessite un temps passé très conséquent parce qu'il faut ouvrir les possibilités. Donc, il faut pouvoir les accueillir. Et pouvoir les accueillir, il faut tester, il faut expérimenter. Et ça, c'est complexe à porter par une collectivité, et notamment par des collectivités rurales qui n'ont pas les moyens humains pour le faire, qui n'ont pas la flexibilité, ne serait-ce, même s'ils ont les moyens humains, il faut pouvoir libérer, il faut pouvoir faire travailler les gens le soir, il faut pouvoir les faire travailler le week-end, parce qu'il faut s'adapter aux usages et aux propositions et aux envies que vont porter les entreprises, les habitants, les citoyens du coin. Ce qui est évident, c'est qu'il faut que ça s'ancre dans le territoire local. Donc, il faut créer de l'attractivité, il faut créer de l'envie. Et donc, moi, c'est vrai que mes recommandations, c'est d'essayer d'ouvrir. Alors, beaucoup d'élus sont très volontaires, mais c'est très lourd à porter. Et c'est vrai que ça repose souvent sur un engagement très fort en temps de la part d'élus quand les services ne sont pas suffisamment nombreux. Ou alors, il faut être à l'écoute faut aider à la constitution d'un collectif si le collectif n'est pas déjà là. Et il ne faut pas aller trop vite. C'est vrai que c'est des projets qui prennent énormément de temps. Et alors je dis il faut, c'est un peu facile, hein, c'est un peu simpliste de le dire comme ça, mais c'est vrai, là, par exemple, moi, j'accompagne une collectivité pas loin d'ici. On a fait une première réunion hier, il n'y avait personne, désespoir. Ben oui, mais c'est la première fois, quoi. C'est normal, il faut acculturer les gens à ce vocabulaire. Il faut qu'ils s'autorisent à pousser la porte d'un lieu dont ils ont pu être exclus pendant longtemps parce que soit il y avait des fonctions militaires, soit il y avait des fonctions religieuses. Il n'y a pas que des bons souvenirs dans ces endroits-là, d'ailleurs. Et donc, ça prend du temps. Et donc, il faut, pas se décourager. Et après, donc, pour moi, c'est vraiment cet enjeu de l'ancrage dans le fait de raconter l'histoire, le fait d'aller chercher les gens et du coup, de la part des collectivités, de savoir lâcher aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vision, on peut avoir un projet, mais selon les orientations que les uns et les autres vont donner, peut-être que ça ne va pas aller dans ce sens-là, sauf qu'en même temps, c'est l'opportunité à saisir parce qu'elle est là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je pense que c'est très important d'associer une maîtrise d'œuvre très vite, parce qu'elle va dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Mais là, c'est un coût. Donc là, il y a des financements alors je ne suis plus au courant de tout ça, mais ça peut être assez intéressant d'aller chercher un petit peu de financement sur ça. De plus en plus d'équipes d'architectes sont formées à la programmation et sont formées à ce processus d'inclure les usagers et de tester des usages. Souvent, ça se fait avec des équipes mixtes. Nous, ça nous arrive de travailler avec des architectes pour faire ça, parce que nous, on a la réalité du terrain également.
Voilà, et de ne pas hésiter à anticiper en fait non seulement une démarche citoyenne, en fait le truc c'est que ça prend vraiment du temps. Il faut essayer plusieurs ateliers, plusieurs mises en situation. Souvent, ça nécessite aussi des premiers travaux de réhabilitation, de mise en sécurité du bâtiment. Donc, tout ça freine parce que on a l'impression que ça fait des obstacles à lever et ça en fait beaucoup d'un coup. Mais petit à petit, ça prend et l'énergie qu'apportent ces ouvertures et ces tentatives font que le projet continue et puis font que vous allez trouver des porteurs de projets. Après, j'ai quand même une dernière remarque qui est que nous, quand on a créé le WIP, Pauline et moi, on a été 2 ans au chômage. On n'a pas été du tout payés ou financés pour faire ce projet d'amorçage. Alors, il se trouve qu'à ce moment-là de nos vies, c'était un choix qu'on a totalement assumé parce qu'on voulait être dépendant de personne et que voilà, enfin, bref, il y avait plusieurs facteurs qui ont fait qu'on a assumé ça. Mais en même temps, tout le travail d'amorçage qu'on a financé, que Pôle emploi a financé, il a été, c'est la valorisation du patrimoine de la collectivité à la fin. Et en plus, la collectivité derrière, certes, investit et prend un risque financier. Les collectivités prennent un risque financier fort, mais elles vont l'amortir via le loyer, dans notre cas. Hein. À chaque fois, c'est des cas différents. Mais là, je vous explique notre cas. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un vrai enjeu aussi pour permettre à des gens de se lancer, de les accompagner dans cette phase d'amorçage. Alors, ça peut être de multiples façons. Ça peut être soit via un financement direct. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de financement de fonctionnement, hein, au sens où ça porte de l'ingénierie de projet. Alors, c'est vrai que des dispositifs comme Petite Ville de demain commencent à financer de l'ingénierie de projet. Et ça, je pense que c'est un vrai atout parce que c'est ça qui manque. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est de l'ingénierie de projet. C'est une phase d'amorçage. On regroupe des gens, on teste, on monte un modèle économique, on revient en arrière. Et donc, il y a un vrai enjeu à arriver à financer ça, qui peut sinon se traduire par des mises à disposition des locaux, nous, on a gagné des appels d'offres qui nous ont du coup permis de nous financer plus tard. Voilà, donc il y a toujours des leviers qui peuvent se trouver, mais c'est important de ne pas oublier le financement de la phase d'amorçage parce que souvent on nous dit, mais c'est quoi le modèle économique à terme ? C'est comment vous allez faire tourner le truc ? Et la question, c'est comment on fait tourner la phase d'amorçage ? Et ça, on l'oublie souvent parce qu'elle prend du temps. Je vais aller très rapidement parce que je vois qu'il est 19h17. Donc, il y a eu plusieurs questions pour vous, Madame Desrolles. Donc, vous dites avoir obtenu des aides de l'ADEME. Or, ce type de bâtiment est difficile à mettre en perspective, des obligations imposées par la transition énergétique. Comment ce problème a-t-il été résolu ? Et j'en profite pour dire, qu'appelez-vous mise en situation ? Alors, je ne vais pas vous donner les critères techniques précis parce que je ne les ai pas en tête. En revanche, dans la Grande Halle, elle a 2 nefs et elle a une nef qui, en effet, comme c'est un projet de réhabilitation, n'était pas tout à fait soumis aux mêmes réglementations thermiques et acoustiques. Donc, il y a la Grande Nef n'est pas les 2 bâtiments. Hein, il y a la Grande Nef de 1000 m² n'est pas isolée. En revanche, le bâtiment où il y a toutes les fonctions travail, donc la petite nef, celle qui est juste collée et qui est un peu moins large, et elle totalement aux normes acoustiques, thermiques, RT, je ne sais quoi. Et puis le fait qu'on teste le réemploi de matériaux de construction et que nous ayons une chaudière à granulés nous a permis d'avoir des aides sur ces volets-là. Quant à ce que j'appelle mise en situation, c'est le fait de tester sur place des usages. Alors, ça peut être une réunion publique dans les lieux ou à l'extérieur quand on ne peut pas être dans les lieux. Ça peut être une expo qui raconte l'histoire du site. Ça peut être, nous, dans notre cas, ça a évolué au fur et à mesure, mais sur les dernières mises en situation, on avait acheté plein de chaises de bureau différentes et on est venu demander aux gens, c'est quelle chaise de bureau, si un jour vous vous installez là, vous voudriez. Donc voilà, c'est vraiment, c'est dessiner au sol. Est-ce que avoir je ne sais pas, un atelier de charpente à côté d'un coworking, c'est possible, quoi. Donc, c'est de tester. Bon, on sait que ce n'est pas possible, je caricature, mais voilà, c'est ce genre
de mise en situation, d'usage, qui peut être soit mené par ceux qui amorcent, soit qui peut être fait par des assos du coin, sportives, culturelles, voilà. J'ai une autre question. Comment avez-vous résolu le problème de pollution du site? Eh bien, comme nous n'avons pas démoli le bâtiment et que nous n'avons pas touché à la dalle, la question ne s'est pas posée puisque les fonctions travail pouvaient être compatibles avec le taux de pollution du sol à cet endroit-là et que par contre, en effet, sur le site extérieur, nous ne plantons rien de comestible ou alors en hors-sol. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour Madame Desrolles, mais c'est le moment ou jamais parce qu'il est 20. Attendez, j'ai un nouveau message. Ah là, ça. Non, a priori, un porteur de projet privé mais non soutenu par la commune souhaite créer un tiers-lieu de petite taille, ancienne friche garage. Comment être aidé pour la phase étude du projet, du modèle économique, trouver les bons contacts, architectes spécialisés? Existe-t-il des aides? Alors ça, c'est vrai que c'est très dur pour les porteurs de projets privés de trouver des aides. Nous, ce qui nous a permis de démarrer, c'est les aides ESS. Alors après, chaque région fonctionne différemment, hein. Nous, en l'occurrence, la région Normandie finançait des études de faisabilité. Donc, c'est les réseaux ESS qui ont pas mal marché. On a obtenu aussi auprès de France Active le fonds de confiance qui a permis de financer une partie de mon poste, par exemple. Donc, selon vous allez aujourd'hui, par exemple, l'ADEME, alors pareil, hein, selon les régions, mais il y a aussi des appels à projets nationaux, finance beaucoup si vous êtes sur des enjeux de transition écologique et de revitalisation de bâtiments. Elle peut financer selon les activités que vous voulez y développer. En fait, elle peut financer des études. Mais ce qui est important, c'est selon les activités que vous voulez y développer, eh bien, vous pouvez aller voir les services dont dépendent, qui relèvent de ces activités. Ça, c'est un premier point. Et vraiment, par contre, puisque c'est comme ça que c'est formulé, si ce n'est pas soutenu, alors quand vous dites pas soutenu par la commune, si c'est en opposition avec la commune, ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut absolument embarquer tous les acteurs du territoire. Sinon, ça va être… il faut aussi arriver à ce qu'à un moment, ça soit un projet de territoire. Et donc, il faut peut-être le revoir, peut-être le reformuler et pour faire en sorte que ça soit quelque chose de collectif. Sinon, sincèrement, ça va être compliqué. Et je précise encore que le modèle économique que nous avons mis en place correspond à un tiers-lieu de 3000 m². Chaque tiers-lieu est différent en fonction des activités qu'il va développer. Du coworking, par exemple, dans des petites collectivités, il y a souvent des demandes d'installer des petits coworking, mais ça ne marche pas en termes de modèle économique seul, quoi. Ça ne suffit pas parce que ce que j'ai oublié de préciser, aujourd'hui, nous sommes 12 salariés parce que tout ça s'anime. Donc, il y a 6 salariés dédiés, on va dire plutôt à toutes les fonctions transversales et à la gestion du bâtiment commercial, etc. Et il y a 6 salariés sur les projets. Mais on a une personne et demie dédiée à l'accueil et à l'animation de tout ça. Pour que les liens se fassent, pour que la mixité se fasse, pour que les passerelles entre les projets et les gens se fassent. Et pour moi, le cœur du tiers-lieu, il est sur ça. Et si à un moment, le dialogue n'arrive pas à se construire, il faut vraiment re-questionner son projet. Voilà. Après, si ce n'est pas soutenu par la commune au sens pas soutenu financièrement ou pas soutenu parce qu'ils ont d'autres projets, mais par contre, moralement, c'est OK, le projet est bien compris et qu'ils peuvent… ne serait-ce que soutenir en termes de communication ou de relais, c'est déjà c'est chouette, quoi. En tout cas, c'est le minimum. Très bien, merci. On va vous remercier parce que je sais que vous devez partir. Et vous pouvez transmettre mes coordonnées si nécessaire, s'il y a d'autres questions. Très bien, merci. Désolée d'avoir phagocyté tout ce temps-là et je vous laisse continuer, monsieur. Pas de souci, merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Je continue du coup avec Monsieur Provost. Alors, je sais que vous avez répondu aux questions par écrit, mais je vais me permettre de les reposer. Quelle implication au niveau des habitants et des autres communes sur votre projet de restauration de l'abbaye?
Donc, l'implication en fait, des habitants, on a essayé. C'est vrai que entre 2008 et le démarrage du chantier en 2015, il s'est quand même passé quelques années. Donc, on a eu le temps de bien impliquer la population, de leur dire que c'était un projet important, de faire des concerts, des animations. On préparait les 900 ans de l'abbaye en 2014, finalement juste un peu avant le chantier officiel. Donc ça a permis quand même de mobiliser les gens autour de l'abbaye. Et puis la création des jardins de l'abbaye ont fait que c'est devenu un site touristique malgré tout. Donc il y a une appropriation des habitants, mais aussi des touristes, des gens qui découvraient le site et même beaucoup de gens autour de Tiron. Il y avait presque même plus de soutien des gens qui habitaient autour de Tiron que des Tironnais eux-mêmes. Parce que c'est compréhensible, parce que dans les Tironnais, il y a aussi des gens qui voulaient voir d'autres projets aboutir et qu'on voyait qu'on passait beaucoup de temps autour de l'abbaye. On me l'a souvent reproché, mais en même temps, c'était pour moi un des projets phares qu'il fallait faire. Il fallait le mener jusqu'au bout, quoi. Ça aurait été trop frustrant de ne pas aller jusqu'au bout de ce projet, vu l'énergie qu'on avait dépensée depuis 2008 sur ce projet-là. Il y a une question également sur, donc encore sur cette répartition entre le rôle du maire et le rôle des associations et quels sont vos projets à venir. Alors, la mairie, finalement, a porté le projet financièrement et fait tout le suivi de chantier, enfin, a vraiment porté le projet. L'association pour la restauration de l'abbaye, elle s'est occupée justement de la communauté. Tout le travail de communication, d'animation, c'est elle qui l'organisait et c'est elle qui recevait aussi les dons. Donc, en fait, ça a permis, c'était un vrai partenaire local qui a permis en fait, de fédérer, de structurer toute l'animation et l'accompagnement et la communication, en sachant que enfin, on a un petit village, donc on retrouvait beaucoup les mêmes personnes dans les deux, soit dans le conseil ou dans l'association pour la restauration de l'abbaye. Mais malgré tout, ça a été quand même un gros partenaire. Il n'y avait pas de... Enfin, on a aussi facilité la chose parce que l'association était en sommeil. Donc, quand on a relancé l'association, on a été forcément aidé par des personnes qui étaient volontaires et qui étaient déjà un peu impliquées dans le projet. Mais je sais que dans le conseil de l'époque, il y avait aussi des gens qui étaient contre le fait de financer la restauration de l'abbaye. Donc, je veux dire, on n'a pas fait 100% du conseil pour relancer ce projet-là. Malgré tout, la majorité était volontaire. Et les projets à venir? Alors, les projets à venir, ben, là, du coup, Le on a donc SCF. terminé une première tranche de travaux en 2018, donc on entame la deuxième normalement cette année. Donc, on va se relancer dans 3 ans de travaux assez lourds. Et puis, on a le projet Petite Cité de Caractère, donc on vient d'être homologable. Donc, c'est-à-dire qu'on a 3 ans pour lancer notre SPR, donc qui est un document d'urbanisme qui permet de valoriser tout le secteur de l'abbaye et pas que l'abbaye elle-même, mais vraiment tout l'ancien bourg, le bourg-centre ancien, et qui permet de donner une nouvelle dynamique un peu plus large que l'église en elle-même, quoi. Il y avait d'ailleurs une question sur la protection autour de ce monument historique, la protection des maisons autour, enfin de l'environnement, des abords en fait, du monument C'est ça. historique. Donc, comme c'est un monument historique, il y a un secteur Oui, tout à sauvegardé fait. autour, donc un périmètre qui a une espèce de patatoïde finalement qui a été inscrit dans le PLUI, mais qui est le Ah, vous avez périmètre fait un classique. périmètre délimité? Oui, c'est un périmètre, c'est pas le cercle de 500 mètres, Oui, c'est c'est une ça. espèce de patatoïde, ouais, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, c'est une espèce de zone particulière, de cône de visibilité, etc., qui a été définie par l'Architecte des bâtiments de France. Et donc ça qui a été inscrit dans notre PLU. Et aujourd'hui, on travaille sur notre PLUI, et donc le SPR est un document d'urbanisme qui va s'annexer en fait au PLUI et qui va être un règlement spécifique en fait pour cette zone. Ça peut être aussi très intéressant aussi sur le patrimoine non protégé, Tout à fait. le petit patrimoine, un élément. Ouais. Par rapport à ça, quels seront vos partenaires? Vous savez déjà si, j'imagine, l'ABF, le Oui, CE, le CIE. Le CIE est déjà partenaire depuis très longtemps, il nous suit depuis très longtemps, la BF, et puis après, on démarre, donc on ne sait pas encore trop vers quoi on va se lancer. D'accord. Je regarde. Ah oui, on reparle du fonds DECIL, Ah oui, qui est la dotation de soutien à l'investissement local. c'est ça. C'est un fonds d'État qui est à la main des préfets, et donc il y a une enveloppe par département. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, enfin, le préfet et le sous-préfet sont des partenaires indispensables
parce que pour les collectivités, c'est eux qui détiennent un peu les fonds d'État et qui peuvent aussi accompagner quand il y a des problématiques, ou quand il y a des recherches de fonds, etc. Ils peuvent aller chercher de l'ingénierie aussi. Aujourd'hui, on parler des programmes Petites Villes de demain, mais ça peut s'inscrire aussi dans ces programmes-là. Donc, il ne faut pas hésiter à leur proposer, à leur proposer ce projet-là, que ce soit d'ailleurs une collectivité ou une association. Une association peut aussi aller présenter le projet à la sous-préfecture pour essayer de voir comment on peut. Le préfet, des fois, ou le sous-préfet peut être un médiateur parce que des fois, il y a des conflits entre les associations de patrimoine et la commune. Donc, ça peut être un bon fédérateur et de pouvoir mettre les gens autour de la table en disant, bon, il y a une association, il y a une commune, comment on peut faire travailler les gens ensemble, parce que le but commun, c'est de rénover le patrimoine et de le faire vivre et de l'animer. Oui, d'ailleurs, vous avez répondu, mais je ne sais pas si toutes les personnes l'ont vu, l'implication de la population dans vos projets. Vous avez posé quelle était cette participation de la population. En fait, on les a fait participer par beaucoup d'animations. On a organisé des concerts, on a fêté les 900 ans. En fait, l'anniversaire des 900 ans a permis il y a eu vraiment beaucoup de monde, on a peut-être eu 10 ou 15 000 personnes qui sont venues pendant ce week-end. Et du coup, c'est un événement en fait, qui s'est renouvelé. C'est-à-dire qu'on a renouvelé tous les 2 ans maintenant, enfin hors année Covid, mais tous les 2 ans, on organise à la Pentecôte une fête celtique avec le championnat de France de jeux de force écossais. Et donc, on fait une grosse fête pendant le week-end de la Pentecôte pour pouvoir mobiliser les habitants, mais aussi tous les acteurs, nos partenaires, etc. C'est une grande fête de notre réseau. Finalement, on réunit tous les réseaux autour de l'abbaye de Thiron. Finalement, on est retourné à l'ADN de ce monument, puisque à la Pentecôte, toutes les abbayes filles de Thiron se réunissaient en chapitre général. Donc, on a gardé cet événement qui était lié à Thiron pour en faire une fête autour de l'abbaye et se dire on se mobilise tous ce week-end-là autour de l'abbaye de Thiron. Donc après, on a fait des goodies, on a impliqué les associations. Toutes les associations participent à l'animation, les commerçants, les entreprises locales. On a des fois des entreprises qui font partie de groupes qui sont des partenaires financiers importants, qui peuvent donner beaucoup d'argent des fois, qui peuvent financer des fois de la communication, ne serait-ce qu'un imprimeur, par exemple, qui nous a imprimé gratuitement des flyers pour pouvoir faire la communication. Les banques, le Crédit Agricole a été un soutien particulier pour qui a financé d'ailleurs la borne EO. J'ai vu qu'il y avait une question sur la société. EO, c'est HEOH. Et donc, c'est une borne sans contact qui a été financée par le Crédit Agricole. D'accord. Donc, ça ne nous a rien coûté, en fait. Oui, c'est appréciable. Oui, Gérard Drexler, délégué Bourgogne-Franche-Comté de patrimoine et environnement, mais c'est une superbe réalisation. Est-ce que vous valorisez votre patrimoine lors des journées du patrimoine du Pays des Moulins? Et moi, je peux répondre oui. Parce que, On le fait depuis presque 20 ans maintenant. bah ouais, non, c'est On y ça. participe depuis 20 ans, Journée du patrimoine de pays. Donc, vous en parlez dans notre revue, hein, je la montre, qui est disponible sur sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas, vous revenez là-dessus d'ailleurs sur d'autres journées qui existent auxquelles vous participez, enfin tout, même de manière générale sur comment valoriser le patrimoine des communes rurales. C'est spécifiquement ce genre de le genre de patrimoine qu'on valorise lors des journées du patrimoine du Pays des Moulins. Donc en juin. Non, j'ai aussi plein de remerciements. J'imagine que vous les voyez aussi. Donc je vois qu'il est 33. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est vraiment le moment de les poser. Sinon, on va s'arrêter là. On me demande sur la publication. Est-ce qu'il y a une Ah oui, publication sur sur une l'abbaye? publication, oui, pardon. On a un livre qui date malheureusement de 1998, donc il est déjà assez vieux, mais on n'a pas réellement de. Alors, on y réfléchit en fait, mais c'est très compliqué l'édition parce que c'est vite obsolète et ça coûte très cher. Donc, pour l'instant, on n'a malheureusement pas d'outils, à part des outils numériques. On réfléchit aussi à un parcours de ville numérique. Donc, on part plutôt sur un outil plutôt à usage numérique qui est plus facile Ouais, à mettre à ça suit jour. beaucoup maintenant, Ouais, ça. ouais. Oui.
Non, bah, très bien. Mais déjà, il y a des associations qui sont impliquées. La vie est ancienne, il faut impliquer une association. C'est déjà le cas, il y en a même plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Ouais. Donc, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Maintenant, merci beaucoup. On se retrouve donc, quel est le prochain web atelier? Donc, sur les SPR, donc, si vous voulez y assister, n'hésitez pas. Je ne retrouve tout savoir sur le site patrimonial remarquable, donc le mardi 22 février, toujours le même horaire, 18h, 19h30. Encore merci d'avoir été présent. Merci à vous de nous avoir laissé cette disponibilité de temps, d'énergie, etc. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Merci. Merci.